Bonjour à tous et bienvenue dans Habari, une émission que nous allons consacrer aujourd'hui à la mode engagée en faveur du pays, d'une culture et des savoir-faire. Dans le cadre de cette thématique, nous recevons aujourd'hui Valerica. Valerica est une ancienne mannequin, elle a défilé pour les plus grands stylistes, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, en passant par Vivienne Westwood et Alphadi. La mannequin Valerica a fondé Share Africa, une plateforme de projets qui vise à mettre en avant celles et ceux qui entreprennent et créent en Afrique. Son but, c'est d'encourager une mode africaine en pleine effervescence, entre tradition et modernité, entre héritage et ouverture internationale. Des créations mises à l'honneur lors de l'événement Africa Fashion Up qui vient de se dérouler à Paris. La prochaine édition aura lieu en septembre prochain. C'est parti. Valerica, bonjour et bienvenue sur Habari. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, comment de mannequin vous êtes passé à l'engagement dans la mode africaine? C'est arrivé par hasard, c'est juste un constat. J'ai eu envie de pouvoir apporter mon savoir-faire, mon parcours à travers les années dans la mode et arriver avec ma carrière et toutes les connaissances que j'ai à vouloir aider les créateurs. Et c'est comme ça qu'est née cette aventure. C'est-à-dire, comment vous avez eu cette idée au départ? Alors, l'idée au départ, c'était, je voulais faire encore plus grand, hein. Donc là, on a la première étape. L'idée au départ, c'était vraiment de pouvoir mettre en avant la réussite de la jeunesse africaine à travers la mode et la créativité. D'accord. Alors, vous parliez dans vos interviews de révolte. Quelle est donc cette révolte dont vous avez été envahie? Alors, il faut dire que j'ai travaillé beaucoup dans la haute couture, entre autres avec des grands créateurs africains, Yves Saint Laurent, Gaultier, Lacroix. Et souvent, dans les ateliers, il y avait des couturiers africains qui travaillaient, qui avaient quand même des postes assez importants dans ces maisons de couture. Et en dehors de ça, on ne les voyait pas, en fait. Il n'y avait pas vraiment... Aujourd'hui, si on vous demande une marque africaine, connue internationalement, on a un peu de mal à citer des noms. Et donc, c'était une sorte de révolte en me disant, mais c'est pas possible, il n'y a pas de plateforme africaine où on pourrait mettre en avant le luxe, le haut de gamme africain. Et donc, c'est comme ça qu'est né cet événement. Ouais. Et alors, de vos concours, est-ce qu'il y a eu des grands noms qui sont sortis ou des gens qui ont commencé justement à être connus de manière internationale? L'année dernière, sur les 45 candidatures qu'on a reçues, puisque l'appel à candidature, c'est un peu partout en Afrique, hein, y compris aussi en Occident, tous les jeunes qui sont d'origine africaine, ou même ceux qui sont binationaux, on essaie de donner une chance à ces créateurs-là. Et parmi les lauréats qui sont arrivés à Paris, qui ont participé au défilé, le gagnant de l'année dernière, c'était Amy Casby, qui est d'origine nigérienne, qui a été invité un peu partout, qui est revenu notamment en France pour participer à d'autres événements. Et c'est un peu, une sorte de fierté un peu pour nous, de voir que nos créateurs quand même sont un peu reconnus à l'international. Ouais. Alors, dans votre expérience, à quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'aide les jeunes créateurs africains à être connus, à sortir du bois, En fait, j'ai créé moi-même une marque de prêt-à-porter quand j'étais à Hong Kong. Et j'ai vu la facilité avec laquelle on pouvait lancer une marque en Asie. On avait tous les usines, les produits et tout. C'était quand même assez facile. Et en revenant à Paris, j'ai été invitée à des événements mode africains. Et je me suis dit, c'est pas possible, on est en 2020, 2021. Il faudrait qu'à un moment donné, on sorte un peu de la zone qu'on a l'habitude de voir et de présenter. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que la création africaine n'est pas vraiment mise en valeur, en fait. C'est pas forcément dans des beaux lieux, c'est pas forcément présenté comme on pourrait comparer à la Fashion Week, New York, Paris, Milan. Vous trouvez que ça manquait de professionnalisation un peu? Il n'y avait pas ça. Et puis aussi, il y a
à peu près 5 grands endroits à Paris où on fait la mode, enfin la haute couture. C'est-à-dire alors Le Grand Palais, entre autres, le Carrousel l'Hôtel du Louvre. Salomon, le Carrousel, l'Opéra. Et pour moi, présenter la création africaine, il fallait forcément viser ces lieux-là. Mais pas seulement que les viser, mais mettre aussi en avant les meilleurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu choisir un lieu emblématique comme l'Hôtel Salomon. Il n'y a jamais eu de défilé africain, il n'y a jamais eu de marques africaines qui se sont présentées, donc on est les premiers. Et on veut rester les premiers parce que pour nous, l'excellence, c'est une façon aussi de montrer aussi la créativité africaine. Alors vous parliez justement d'excellence. Quand vous étiez mannequin, est-ce que vous avez des anecdotes de votre expérience avec des grands créateurs, avec des grands designers, comme vous parliez tout à l'heure? Oui, alors moi j'ai été découverte entre autres par Alpha Dia, j'avais 14 ans, donc j'ai eu la chance de pouvoir voyager un peu partout avec lui en Afrique. Je travaillais beaucoup avec plusieurs créateurs africains. Et après, à 16 ans, j'ai signé mon contrat avec l'agence métropolitaine, donc c'est l'une des plus grandes agences à Paris. Entre autres, il y avait Claudia Schiffer, donc j'étais vraiment très fan. Et, c'est en voulant travailler dans ce métier-là, je voulais être aussi. Après, le deal, c'était que mes parents, c'était un peu ça. Hein. Tu es mannequin, mais tu vas dans une agence avec un contrat. Donc, je pense que quand on veut faire un métier, que ce soit ce qu'on fait, il faut aller viser le meilleur et puis essayer d'avoir, comment dire, t'entourer avec des professionnels. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et en travaillant entre autres avec Alphadi et par la suite travailler aussi à Paris avec une agence de mannequins comme Métropolitane, ça m'a permis de pouvoir travailler avec des grands créateurs africains et européens. Donc une anecdote où je pourrais donner, c'était par exemple quand j'avais fait le défilé avec Monsieur Lacroix, c'était assez intimidant, aussi impressionnant parce que la petite africaine comme ça qui débarque à Paris, surtout dans l'atelier, et il était d'une gentillesse, d'une douceur. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il aimait beaucoup l'Afrique. D'ailleurs, on a des collections où il met en avant aussi la créativité africaine. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette façon-là que les gens, plus sont connus, plus sont au sommet et plus sont généreux, plus ouverts. Ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Ça vous a beaucoup marqué. Donc ouais. Christian Lacroix, ça a été un de vos... Alors Lacroix aussi, pareil. Alors, Lacroix, c'est... Pareil, c'est des gens qui sont vraiment... Enfin, c'est des génies, quoi. On le voit hein, dans leur façon de travailler. Ils arrivent juste en regardant comme ça, en jetant un coup d'œil. Ils savent tout de suite ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer et tout. Et c'est des gens, en fait, avec qui je travaillais longtemps parce que quand ils aiment quelqu'un, on est toujours là, quoi. Et le fait aussi d'avoir travaillé même avec, comment ça s'appelle, Alaya, il avait cette réputation de vouloir garder les jeunes filles avec lui à son atelier. Donc, on faisait partie pratiquement de la famille, quoi. Donc, c'est une autre approche, en fait. C'est une chance qu'il donne un peu à tous ces jeunes-là, donc que ce soit nos origines, en fait. Hein. Et donc, c'est un milieu quand même, on va dire, entre guillemets, magique quand ça fonctionne. Ça nous permet de pouvoir voyager, visiter d'autres pays et puis apprendre d'autres cultures, entre autres en Asie, quand je suis allée. Une des choses aussi qui m'avait marqué en Asie, c'est que quand je suis arrivée la première fois, on me prenait pour une princesse. On me demandait de quel royaume est-ce que je venais. On me touchait les cheveux, par exemple. Et c'est assez impressionnant parce que quand on se baladait dans la rue, donc on nous regardait de haut, on nous offrait des peluches. Donc ça, c'est très, c'est très, comment dire, les Asiatiques, ils offrent des peluches en forme de panda et tout. Donc c'est un autre monde, voilà. Et donc là, à ce moment-là, donc vous êtes mannequin, vous êtes donc avec les plus grands créateurs, et là vous êtes dit, il faut faire la même chose en Afrique, il faut mettre en avant des grands créateurs africains et justement les créer, puisqu'il n'y avait pas de grands noms. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit ça Vous vous êtes dit, c'est une reconversion? Comment c'est arrivé? Non, en fait, j'ai participé, j'ai été invitée plusieurs fois au forum de Davos, et je me suis retrouvée dans une salle où il y avait entre autres des ministres, des présidents, des princes, et on pouvait se parler sans qu'il y ait des intermédiaires, sans qu'il y ait de barrières. Et ça m'avait vraiment impressionnée. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut à la jeunesse africaine. Mais pas que forcément à la mode, parce que quand j'ai créé Cher Africa, l'idée vraiment, c'était d'aider tous les jeunes Africains dans plusieurs domaines. Donc c'est pour ça qu'au début, on avait lancé plusieurs concours, que ce soit avec les jeunes étudiants, y compris les jeunes ne sont pas forcément diplômés. Pour ceux qui vont en Afrique, ils savent très bien que les jeunes dans la rue
tout le monde entreprend. Donc c'était une façon de pouvoir accompagner ces jeunes-là. Et malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. On aurait dû recevoir 2000 jeunes à la Maison de la Radio, mais ça n'a pas pu se faire. Mais tout ça s'est fait en webinaire. Mais par contre, la mode, on a pu quand même le garder en présentiel, on a fait l'année dernière. Et donc, pour revenir à votre question, c'est que ces jeunes-là, nous, ce qu'on veut, c'est que c'est une façon aussi de montrer la créativité africaine. Parce qu'en fait, quand on va un peu partout, à Abidjan, au Nigeria et tout, on découvre ces créateurs qui sont juste incroyables, c'est des génies. Quand on regarde les clips vidéo américaines, entre autres les Beyoncé et aussi les acteurs du cinéma, sont tous habillés pratiquement par des créateurs africains. Par contre, quand on veut leur nom, quand on veut une marque, quand on veut avoir ces vêtements, on ne sait pas où les trouver, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas d'enseigne, donc c'est assez compliqué. Donc c'est une façon aussi avec notre association, d'abord c'est de pouvoir les accompagner, leur donner une plateforme de visibilité d'excellence et après une formation, ce qu'ils ont fait l'année dernière, entre autres avec la chance qu'on a eue d'avoir un partenaire Balenciaga qui leur a formé après le défilé pendant 6 mois de mentoring et aussi une formation de marketing et de business avec HEC parce que c'est hyper important parce que la créativité c'est bien mais il y a des codes, il y a une façon de travailler en Occident qu'on n'a pas forcément, et ces jeunes-là n'ont pas forcément les moyens de pouvoir suivre ces études, de pouvoir avoir cette opportunité de rencontrer ces marques. Donc c'est une façon aussi à nous de pouvoir, assembler tout ce monde-là et les mettre aussi en relation avec ces créateurs africains. À votre avis, en Afrique aujourd'hui, en 2022, les créateurs africains ne sont pas encore connus ou on a quand même bien progressé? Ah si, il y en a plein qui sont connus, mais en fait, ce qui leur manque un peu plus, c'est la structure. Il faut des investisseurs, il faut développer les marques. Une des choses aussi que j'ai fait remarquer à d'autres même créateurs africains, par exemple l'année dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rencontrer les créateurs un entretien avec le directeur de la Galerie Lafayette. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'il n'y avait aucune marque africaine. Au Galerie Lafayette. Au Galerie Lafayette, le Bon Marché. Zéro marque. Il n'y a pas de marque africaine, de créateurs africains, ça n'existe pas. Mais ils sont vraiment très en demande, ils ont envie de ça, ils ont envie de pouvoir représenter ces marques-là. Mais la grosse difficulté, c'est que nos créateurs sont incapables de pouvoir produire en quantité pour pouvoir être dans ces magasins-là. Donc le but de les faire rencontrer ces entreprises, c'est de leur expliquer comment avoir l'opportunité de rentrer au bon marché, comment être représenté dans des grands magasins en Occident ou même pourquoi pas aussi en Afrique. C'est quoi les codes? Qu'est-ce qu'il faut fournir? Et donc c'est important qu'ils le sachent parce que s'ils n'ont pas la formation ou les connaissances nécessaires, on ne pourra jamais rentrer. Donc la façon de pouvoir rentrer, c'est de savoir comment ça fonctionne. Donc c'est aussi le but aussi de l'association, pouvoir les aider. Et d'ailleurs, une grande Fashion Week africaine, est-ce que ça existe aujourd'hui? Ça existe au Nigeria, en Afrique du Sud, aussi à Dakar, ça se fait déjà. Mais après, c'est bien la fashion, ça on sait le faire, ça, c'est pas ça le souci. Ce qui manque un peu, c'est la formation, l'accompagnement, et puis développer, trouver des entreprises qui vont investir dans ces marques-là pour que demain on ait des créateurs, entre autres, comme on trouve un peu partout, des Zadig Voltaire ou des Lacroix africains, pourquoi pas. C'est ça qu'il faut en fait. Il faut vraiment un accompagnement business et tout, une formation, et c'est ça qui nous manque. Aussi une vitrine aussi d'excellence, comme je le disais tout à l'heure, parce que faire des défilés, c'est bien, mais il faut le faire aussi dans des endroits qui montrent aussi le véritable création des créateurs africains. Alors, je vous propose maintenant de revenir sur la Fashion Week de Paris, qui a eu lieu au début du mois de mars, en même temps que la guerre en Ukraine. Justement, les créateurs russes en ont été exclus. Alors, je vous propose maintenant, dans ce reportage signé Florent Julienne, de découvrir quelles sont les tendances de la mode pour l'année prochaine. C'est parti. Très bien. La tendance automne-hiver 2022 est pop, extravagante, joyeuse. Mais cette saison, malgré les vêtements colorés, l'humeur n'est pas à la fête. De Kiev, sur les réseaux sociaux, des images nous parviennent de stylistes ukrainiens confinés dans des abris souterrains.
Pour présenter leur collection, des créateurs hongkongais demandent à leurs mannequins d'écrire un message unanime « Stop the War ». Les designers venus d'Ukraine, Biélorussie ou Géorgie se livrent à un difficile exercice de style, vendre du rêve quand c'est la guerre à côté de chez eux. Les présentations de collections se transforment en appel à la solidarité internationale pour les millions de réfugiés qui fuient les bombardements. Le couturier américain Rick Owens met en scène une planète qui part en fumée. La styliste Lilia Likotskaya a fui Kiev avec sa fille. Elle embarque des influenceurs pour participer à un rassemblement pour la paix. Le créateur russe Valentin Yudashkin est prié de se retirer du calendrier officiel de la Fashion Week Paris. Par extension, tous les Russes qui travaillent dans la mode ne sont plus les bienvenus. Dans son défilé pour Balenciaga, le styliste géorgien raconte l'histoire de son enfance quand il a fui la Géorgie en guerre avec la Russie. Il livre un message de paix en faisant défiler un homme en jaune et une femme en bleu pour signifier le drapeau ukrainien. La styliste biélorusse Boya Rodskavia, qui avait consacré son film à l'urgence climatique, crée un lien entre une nature qui ne peut être contrôlée et une guerre qui pourrait l'être. À travers ces créateurs qui se sont mobilisés pour l'Ukraine, la Fashion Week a joué son rôle de précurseur en donnant à voir ce que serait le monde de demain. Alors, est-ce qu'en Afrique, il y a des designers qui se sont mobilisés ou positionnés vis-à-vis de la guerre en Ukraine, comme c'était le cas ici pendant la Fashion Week de Paris? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi les actualités concernant ça, mais je pense qu'il doit en avoir, oui. Et ils se positionnent de quel côté? Là, pour l'instant, je pense que tout le monde, quand on voit ce qui se passe quand même, c'est assez impressionnant avec la guerre. Moi, je pense que vaut mieux qu'il y ait le dialogue qu'il y ait la guerre. Donc, quelle que soit la façon qu'on peut trouver une façon pour pouvoir dialoguer, comme disait le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, la paix, c'est un vain mot, c'est un comportement. Alors, qu'est-ce que la mode aujourd'hui pourrait faire pour l'Afrique, à votre avis, la mode française? La mode française, ce qu'elle pourrait faire, déjà on a vu entre autres la marque Dior, qui avait fait une collection africaine en partenariat, en collaboration avec des créateurs africains, qui avait été magnifique. D'ailleurs, on a retrouvé ces collections dans les rues à l'avenue Montaigne. C'est assez impressionnant. J'étais même très fière de voir des tissus africains dans les vitrines à Paris. Donc, ce que peut apporter, c'est la visibilité et puis l'association, mettre aussi en avant le Made in Africa. Tous les moyens sont bons. Du moment qu'on parle de nous, c'est l'essentiel. Hein. D'ailleurs, on a l'impression que les marques de luxe visent aujourd'hui la clientèle africaine. On le voit à travers les publicités. Oui. Vous pensez que c'est une manne aussi pour le luxe, l'Afrique? En fait, l'Afrique, elle a toujours existé. Hein. Quand vous regardez, entre autres, comme je disais tout à l'heure, la collection Saint Laurent ou même Gaultier, on retrouve toujours les tendances un peu africaines dans les collections en Occident. Donc ça date de longtemps. C'est juste que on essaie d'impliquer plus les Africains dans les créations, mais ça a toujours existé. Ouais. Alors là, justement, on va parler maintenant du concours. Vous avez créé donc un concours pour les jeunes designers africains qui aura lieu donc en septembre prochain à Paris. Tout le monde est déjà sélectionné ou alors le concours est encore ouvert? Le concours est encore ouvert. On a lancé l'appel à candidature depuis le 10 juin. Tous les jeunes créateurs qui sont d'origine africaine ou qui sont africains, qui ont une collection, qui ont déjà réalisé au moins 2 collections, qui ont moins de 40 ans, peuvent tous participer à cet appel. Quels sont les critères? Alors, les critères, c'est qu'il faut au moins arriver à faire 8 tenues
Donc, il faut faire 8 collections. 8 il tenues faut... ou 8 collections? 8 tenues, 8 tenues. avoir déjà fait 1 ou 2 collections. D'accord. Il faut déjà exister parce qu'on veut vraiment mettre les meilleurs. Donc, on ne va pas prendre ceux qui commencent, mais ceux qui sont déjà confirmés, qui ont l'habitude de travailler. Parce que quand j'ai travaillé, je parle de création de collections. Parce que demain, si on les présente à des marques, comme je disais tout à l'heure, Galeries Lafayette ou entre autres d'autres grandes marques françaises, et que ils ont un contrat, il faudrait que ces créateurs-là soient capables de pouvoir créer une collection. Donc c'est pour ça qu'on prend quand même des jeunes créateurs qui sont confirmés. Alors je vous propose qu'on découvre à quoi ça ressemble avec un film sur l'édition 2021. C'est parti. Alors, c'est quoi le prêt-à-porter en Afrique? Est-ce qu'en gros, il y a des usines textiles pour fabriquer les collections en nombre? Est-ce qu'il y a des distributeurs? Comment ça marche? Alors, les usines en Afrique, il y en a, mais la plupart travaillent pour l'Occident. On en trouve un peu en Algérie, en Tunisie et récemment au Kenya. Justement, en étant en partenariat l'année dernière avec une usine qui se trouve au Kenya, le but de pouvoir mettre les créateurs de notre organisation, nos lauréats qui participent au défilé, c'était de pouvoir avoir aussi ces usines-là pour pouvoir développer leur marque, faire leur collection, parce que ce qui manque cruellement aux Africains, encore une fois, si on veut commander une tenue, il n'y a pas la bonne taille, il n'y a pas la bonne couleur, la bonne quantité. Par contre, faire du sur-mesure, là, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, en Occident, le sur-mesure, c'est hors de prix. Chez nous, c'est plutôt bon marché. Mais ce qui manque cruellement, c'est ça. C'est pouvoir développer les infrastructures pour pouvoir créer des vêtements en quantité. Notamment, il faudrait des usines, oui. Donc, il n'y a pas de Zara africain aujourd'hui? Non, il n'y en a pas. Il y en a pas. Malheureusement, j'espère que ça va arriver un jour. Il n'y en a pas, mais le but aussi, c'est un peu ça aussi. C'est de pouvoir aussi les connecter, ces créateurs-là. Parce que même si ils ont envie de le faire, il faudrait qu'ils trouvent les bonnes adresses, les bonnes usines. Donc c'est aussi pour ça que l'association, aussi, on met aussi en avant les connexions aussi avec ces usines-là. Quel est le pays le plus avancé aujourd'hui au niveau du prêt-à-porter? C'est plutôt le Maghreb. On voit bien, ils sont plus avancés. La Tunisie, le Maroc, entre autres. Ils ont l'habitude de travailler déjà avec des grandes marques à l'Occident. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, le Kenya. Ils commencent beaucoup à travailler avec des marques en Europe. Donc ils sont vraiment... comment je pourrais dire ça? Ils sont prêts, donc ils savent comment ça marche, ils ont les codes. Donc, parce qu'il y a un marché énorme finalement. Il y a un marché pour ces créateurs-là. Donc il faut juste qu'ils aient aussi les fournitures nécessaires. Parce que les Africains aiment la mode, les Africaines aiment s'habiller.
Ils adorent. Quand vous regardez la plupart des grands magasins, moi je me suis un peu renseignée, par exemple, le costume des marques en Occident, la plupart des clients, deux tiers des clients, c'est des Africains. Donc il y a un énorme marché, c'est pas que même les vêtements, c'est aussi le cosmétique. Les Africains, ils adorent s'habiller, ils adorent les marques. Hein. Et quand on va en Afrique, regarder dans les rues, les jeunes sont toujours très tendance, ils suivent la mode. Deux fois même, c'est eux qui sont en avant. Je pourrais vous faire remarquer pendant le confinement, la personne qui a inventé entre autres le défilé en 3D, elle est d'origine africaine, c'est une Camerounaise. Et donc tout le monde a suivi après, mais ça pareil, c'est pas très mis en avant, on ne sait pas, mais en fait c'est des Africains qui sont quand même les premiers à pouvoir de temps en temps à être un peu les pionniers un peu dans certains domaines de la mode. Alors maintenant, je vous propose de découvrir pas l'Afrique, mais Israël, qui est aussi un pays qui est très branché fashion mode. Florence Julienne était pour nous à la Fashion Week de Tel Aviv. Vous allez voir que ils sont assez ouverts sur pas mal de choses. Regardez. La marge, c'est ce qui permet d'être à la page. À la marge des Fashion Week les plus connues, la Fashion Week de Tel Aviv est à la fois une ouverture d'esprit vers des tendances de mode avant-garde et une rencontre avec un peuple, une ville et un état d'esprit. En mettant la mode durable au cœur de sa 11e édition et en programmant le créateur David Wexler, la Fashion Week Tel Aviv d'avril 2022 a donné le ton. Le styliste a fait défiler des vêtements usagés, lacérés, upcyclés ou recyclés d'uniformes militaires. Il a ainsi exprimé sa vision du chaos écologique et déployé une esthétique complexe propre à l'histoire du pays. Tovale, la doyenne de la mode israélienne, est la gardienne de cette mémoire collective. Récompensée par la Fashion Week Tel Aviv pour l'ensemble de sa carrière, elle a fait rayonner son humeur solaire avec des matières d'une douceur infinie pour que les gens vivent paisibles et avec le smile. Mais être à la marge, c'est aussi bousculer les codes. En ouvrant très largement la voie à des silhouettes hors normes, pour la mode, la plupart des stylistes ont cherché à rompre avec les critères de perfection et de désirabilité. Ils ont ainsi incarné l'esprit du Barros, un courant qui a réformé le lien entre le monde de l'art et la rue en le rendant plus accessible, un lien que l'on retrouve dans l'architecture de la ville. Cette mode inclusive s'est également manifestée à travers l'invitation inédite d'une créatrice arabe à venir défiler en Israël. Les robes féeriques de Mona El Mansouri, que n'aurait pas boudé Scarlett O'Hara, portent un message de paix. À la marge, certes, mais être en marge, c'est aussi proposer des solutions alternatives pour vite profiter de la vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de faire défiler justement des femmes qui ne sont pas des mannequins, mais qui sont parfois en surpoids ou âgées dans les Fashion Week ? Mais c'est tout à fait normal, mais ça a toujours existé. Hein. C'est juste que maintenant, on en parle un peu plus. Mais moi, je sais que dans la mode, souvent, les catalogues, c'est pas forcément des filles qui font 1m90. Il y a un peu toutes les formes. Mais c'est vrai que maintenant, on le met un peu plus en avant. Mais tant mieux parce que la mode, c'est tout le monde. Ça concerne tout le monde. Valerica, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Merci. je le rappelle, votre événement aura lieu en septembre prochain à l'hôtel Salomon à Paris, un magnifique endroit. Ouais. Nous en reparlerons d'ailleurs à cette époque-là. Et bon courage pour la suite et on espère qu'on va bientôt voir donc, les designers africains dans les grands magasins en France et puis aussi en Afrique. Exactement, c'est le souhait. À Paris, c'est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.